Vous êtes chef d'entreprise et êtes de ce fait appelé à bosser, à travailler au quotidien avec votre comptable. Mais seulement vous ne comprenez pas grand-chose au vocabulaire qu'il utilise. Vous avez des maux de tête lorsque vous devez recevoir l'inspecteur des impôts au sein de votre boîte. Ou alors lorsque vous recevez sur votre table le rapport du commissaire aux comptes. Ça comprend des recommandations, mais vous n'y comprenez pas grand-chose. Ou alors vous êtes un fiscaliste, un juriste, un commercial qui est appelé à bosser, à travailler en fait régulièrement avec le service comptable ou la direction financière de l'entreprise. Mais seulement vous ne comprenez pas grand-chose au vocabulaire utilisé par les comptables. Alors cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir les bases, les fondamentaux de la comptabilité et de pouvoir ainsi limiter ce handicap que vous avez au quotidien dans le cadre de l'exercice de votre métier, de vos missions. C'est pourquoi j'ai articulé cette formation autour de 4 axes principaux. Alors, le premier, c'est quoi? C'est de bien comprendre ce que j'appelle ici le contexte. Dans ce contexte, on va chercher à comprendre quelles sont les origines de la comptabilité, d'où cette profession vient, d'où la pratique comptable vient. C'est même quoi la comptabilité? Ça, c'est un deuxième élément sur lequel on va se poser des questions. Et puis, troisièmement, on va chercher à comprendre quelle est l'utilité de la comptabilité, à quoi elle sert, quel est son rôle. Le deuxième pan de cette formation sera ce que j'appelle l'harmonisation. On va chercher à comprendre d'où vient l'uniformisation de la pratique comptable. Dans cette uniformisation, on va parler de deux choses principales. Premièrement, les principes, parce que la comptabilité, elle est régie par des règles, mais aussi par des principes. On va s'arrêter beaucoup plus sur les principes parce que là, c'est un cadre beaucoup plus global. Et ça va nous aider à intégrer cette notion, à savoir que la comptabilité, eh bien, ne se fait pas au hasard. Elle est uniformisée à travers des principes. En plus des principes, on va également parler de la codification comptable. Et concrètement, on va comprendre comment se fait cette codification. Donc là, c'est la deuxième partie, le deuxième pan de cette formation. Et puis en troisième partie, on va chercher à comprendre le vocabulaire élémentaire de la comptabilité à travers ce que j'appelle le jargon comptable. Une fois qu'on aura très bien cerné ce vocabulaire primaire, eh bien, en quatrième position, on va chercher à comprendre quelle est la boîte à outils du comptable. C'est là qu'on cherchera à comprendre qu'est-ce qu'on appelle un journal, un grand livre, une balance, un bilan, un compte de résultats, un tableau de flux de trésorerie. Alors, je te rassure, ce sera passionnant. C'est pourquoi je te prie, n'est-ce pas, d'être attentif durant cette formation. Et on lance rapidement avec la première partie sur le contexte. Nous abordons comme ça la première partie de notre formation sur le contexte. Comme on l'a souligné un peu plus haut, dans ce contexte, on va chercher à comprendre c'est quoi la comptabilité. Donc, on va la définir. Deuxièmement, on cherchera à comprendre quelles sont les origines de la comptabilité, quelle est son histoire. Et troisièmement, on va chercher à comprendre l'utilité, à quoi elle sert, quel est le rôle donc de la comptabilité. Donc pour la partie définition de la comptabilité, on va parler en termes simples et dire tout simplement que la comptabilité c'est un système. Lorsqu'on parle de système, c'est un ensemble d'éléments qui vont être reliés entre eux et tous ces éléments-là doivent concourir à réaliser une finalité. Donc, pour ce qui est de la comptabilité, c'est un système effectivement parce que ça comporte plusieurs éléments. Il y a par exemple des hommes, il y aura des comptables, il y a des ressources humaines qui sont mises à contribution dans la comptabilité. Donc, il y a une organisation, n'est-ce pas, qui est en place, composée de personnes, composée par exemple d'un chef comptable, de collaborateurs, des comptables qui vont être spécialisés, un comptable fournisseur, un comptable client, un comptable stock, un comptable fiscaliste, etc. Donc, on a une organisation qui est composée de personnes, mais aussi, dans ce système, on va retrouver des logiciels. Parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, la comptabilité ne se fait pas de manière manuelle. Ce n'est plus comme à l'époque antédiluvienne. Aujourd'hui, il y a des logiciels, n'est-ce pas, qui permettent d'automatiser, ne serait-ce qu'en partie, la tenue comptable, qui va permettre donc d'enregistrer, eh bien, des opérations. Il y aura donc des logiciels, il y aura même des procédures. Parce que la comptabilité doit s'appuyer sur des règles. Il revient à chaque entreprise de définir, n'est-ce pas, des procédures qui, bien entendu, vont rentrer dans le cadre du système comptable en vigueur pour régir la tenue de la comptabilité. Donc, on a un système comme ça, composé d'un ensemble d'éléments qui va contribuer à enregistrer des opérations au jour le jour. Alors, quel type d'opération est enregistré en comptabilité? Ce sont des opérations qui auront une incidence financière sur l'entreprise. On peut enregistrer n'importe quoi.
Donc, l'entreprise est en relation d'affaires avec des tiers, avec des clients, avec des fournisseurs, avec des investisseurs, avec la banque, avec l'État, puisqu'il faut payer les impôts, avec les organismes sociaux. Au Cameroun, par exemple, c'est la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Il faut payer des cotisations sociales, des charges patronales, parce qu'on emploie des personnes, n'est-ce pas, dans le cadre de l'exercice de l'activité de l'entreprise. L'entreprise étant en relation avec ces tiers-là, il y aura un ensemble d'opérations, n'est-ce pas, vis-à-vis de ces tiers, des flux. Lorsqu'on parle de flux, des mouvements de biens et de services entre les tiers et l'entreprise. Alors, ces mouvements qui vont l'affecter financièrement doivent bien entendu faire l'objet d'un enregistrement quotidien. Ça doit être consigné. Il faut bien qu'on ait une trace de cela. Dans quoi? Dans ce que nous appellerons ici le système comptable, dans la comptabilité de l'entreprise. Donc, la comptabilité, c'est ce système-là qui va donc permettre d'enregistrer au quotidien, au fur et à mesure des opérations de l'entreprise. Pour quelle finalité? Afin de rendre compte de son activité au terme d'une période. En comptabilité, la notion de temps est tellement importante. Donc, au bout d'une période, par exemple l'année, maintenant, c'est clair que chaque entreprise peut s'organiser de manière à rendre compte de manière un peu plus régulière que l'année. Mais toujours est-il qu'au bout d'une période comptable, il est question de rendre compte de la situation patrimoniale, du patrimoine de l'entreprise, dire quelle est sa situation financière, et deuxièmement, rendre compte de son résultat, de sa performance. Est-ce qu'elle a fait un profit? Est-ce qu'elle a fait une perte? Donc, grosso modo, voilà un peu comment la comptabilité, ce qu'est la comptabilité. C'est ce système-là qui va enregistrer au quotidien les opérations avec pour finalité, n'est-ce pas, d'avoir cette organisation en place qui permettra de produire une information financière de synthèse pour les utilisateurs de cette information. Maintenant qu'on a très bien compris qu'est-ce que la comptabilité, je pense que c'est assez bien compris, on va maintenant chercher à comprendre quelle est son histoire, hein, à quand remonte même la comptabilité, quelles sont ses origines. Alors, on continue maintenant avec l'histoire de la comptabilité. On va distinguer deux grandes étapes dans cette histoire. La première étape, c'est celle où la comptabilité est tenue en partie simple. Et la deuxième, c'est la partie de laquelle la comptabilité est faite en partie double. Alors, lorsqu'on remonte très loin dans l'histoire, on se rend compte que l'histoire même de la comptabilité va de pair avec l'histoire de l'écriture. Hein. Ça montre que très loin dans l'Antiquité, les peuples, eh bien, dans leurs transactions, dans leurs opérations commerciales, tenaient déjà une comptabilité. Et ce qui est même surprenant, c'est que par exemple, dans diverses contrées d'Europe où les artisans ne savaient ni lire ni écrire, eh bien, il y avait une forme rudimentaire de comptabilité. Ils faisaient des entailles dans des morceaux de bois afin de traduire ici les opérations financières qu'ils avaient avec des personnes qui venaient acheter eh bien leurs produits d'artisanat. Alors, on trouve des traces de comptabilité chez les Égyptiens, chez les Sumériens, chez les Romains, chez les Grecs. Et c'est vraiment intéressant, hein, cela. Alors, lorsqu'on parle de comptabilité en partie simple, ça signifie tout simplement que le commerçant ici comptabilise, ou alors il enregistrait ses recettes, tout simplement, et puis ses dépenses de l'autre côté, et pouvait savoir s'il avait gagné ou perdu de l'argent. Donc ça, c'est une forme vraiment assez élémentaire de comptabilité qu'on retrouve chez ces différents peuples. Hein. Pour ce qui est de la comptabilité en partie double, d'où est-ce qu'elle vient? On va expliquer ça simplement parce que en Italie, où les échanges ont commencé à se développer, hein, à se complexifier, et des marchands qui venaient de loin pour aller faire du commerce à Venise ne pouvaient pas toujours transporter beaucoup d'argent avec eux. Il y avait des risques de vol, donc c'est là que l'activité de crédit a commencé à se développer. Alors, en latin, le débitor, c'est-à-dire celui qui doit de l'argent, le débiteur, eh bien, lorsque quelqu'un achetait par exemple de la marchandise et promettait de payer plus tard, c'est à partir de ce moment-là qu'on a estimé qu'il fallait eh bien comptabiliser. On ne pouvait pas retenir cela dans la tête, il fallait comptabiliser, il fallait inscrire quelque part ce que le débiteur devait. Et c'est de là que vient le mot débiteur, ou le mot même débit. Parce que lorsque quelqu'un devait de l'argent et reconnaissait cette dette, il fallait tout simplement inscrire la dette au débit de son compte de tiers. C'est là qu'on a commencé à utiliser l'expression de débit, n'est-ce pas? Et lorsque ce dernier remboursait sa dette, il fallait bien entendu réduire
cette dette en créditant son compte. Donc, chaque tiers avait un compte comportant deux éléments, une colonne de droit ou de débit, n'est-ce pas, et une colonne avoir ou de crédit. On voit tout simplement ici qu'à partir de ce moment-là, augmenter la dette de quelqu'un, ou alors augmenter la créance, c'est-à-dire ce que devait cette personne, consistait à débiter son compte et chaque fois qu'il remboursait, il fallait créditer son compte. Voilà d'où viennent les notions de débit et de crédit. Et c'est de là que vient la comptabilité en partie double. La partie double signifie que si je comptabilise une opération au débit d'un compte de tiers, de manière réciproque, le même tiers va comptabiliser l'opération inverse au crédit de mon compte que lui, il tient chez lui. Donc, finalement, Luca Pacioli, au XVe siècle, a très bien formalisé cela dans son ouvrage très célèbre. Vous avez un lien que je vous mets dans la description afin que vous puissiez avoir accès à cet excellent article qui traite de l'excellent travail effectué par Luca Pacioli pour vulgariser la pratique comptable en partie double à ce moment-là. Donc, de manière globale, pour ce qui est de l'histoire de la comptabilité, voilà ce qu'on peut en dire. Comptabilité en partie simple, on l'a vu dans l'Antiquité, et puis à partir du XVe siècle, ou même un peu avant, avec les marchands vénitiens, avec les pratiques comptables qui ont donc été mises en place à l'issue des échanges grandissants et de l'activité bancaire également grandissante à cette époque, la comptabilité n'est-ce pas en partie double. Parlons à présent de l'utilité de la comptabilité. À quoi sert-elle? Alors d'emblée, on va dire que la comptabilité vise un objectif principal, produire une information financière à destination des utilisateurs de cette information comptable. Alors la comptabilité donc fournit en fait une information financière, comme on l'a dit un peu plus haut, porte essentiellement sur la situation financière et puis sur la performance, sur le résultat que l'entreprise a donc effectué sur la période. Alors, cette information financière est tellement utile. Et au-delà même de cette information financière, il faut dire que cette information, cette donnée, cette data qui est produite donc pour ces différents tiers-leurs est extrêmement utile et ils ne peuvent pas faire sans cette information. C'est ce qu'on va voir. On va distinguer deux grandes catégories d'utilisateurs de l'information comptable. Ce sera premièrement les utilisateurs internes à l'intérieur même de l'entreprise. L'un des premiers utilisateurs ici, c'est même le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion est ou alors c'est une fonction, n'est-ce pas, qui est une aide au pilotage de l'entreprise. Donc c'est vraiment le bras droit du directeur général, parce que le contrôle de gestion doit permettre de s'assurer que l'entreprise est en train de fonctionner bien sur la trajectoire qui est prévue et qu'elle n'est pas en train de dévier. Si elle dévie de cette trajectoire, il faut la remettre sur cette trajectoire. Et comment obtenir cette information? C'est à travers, n'est-ce pas, l'outil comptable, l'outil de la comptabilité. Donc la comptabilité permet donc de fournir une information pertinente à l'intention des utilisateurs internes de cette information, que sont notamment le contrôle de gestion, la direction générale, le conseil d'administration. C'est important qu'ils aient cette information, ça leur permet de faire des prévisions même de l'activité et de prendre des décisions, à la fois tactiques, mais aussi des décisions stratégiques. Ils ont besoin donc de cette information pertinente pour prendre ces différentes décisions. S'il faut par exemple prévoir le chiffre d'affaires de l'entreprise, la situation de trésorerie de l'entreprise, son résultat, les différentes charges d'exploitation de l'entreprise, il faut qu'on ait une base de départ, il faut qu'on ait une information de départ, et c'est à la comptabilité de fournir cette information sur, par exemple, ce qu'a été le chiffre d'affaires de l'entreprise au cours de l'année N. Ça permet de se projeter dans l'avenir et de savoir quelles sont les actions qui vont être mises en place pour pouvoir générer le chiffre d'affaires de l'année N+1. Donc la comptabilité est vraiment déterminante dans la fourniture de cette information à l'intention des décideurs de l'entreprise. Maintenant, il y a des utilisateurs externes également et qui ont besoin de l'information produite par la comptabilité. Ces utilisateurs externes, ce sera par exemple l'État. L'État a besoin de lever son impôt. L'État a besoin de contrôler, de s'assurer que l'impôt déclaré par l'entreprise correspond, n'est-ce pas, à la réalité, que ça correspond véritablement à ce qu'elle devrait payer. C'est pourquoi l'État fait des contrôles fiscaux, fait des vérifications de comptabilité. Ces vérifications-là se font sur la base de la comptabilité de l'entreprise.
L'État également a une comptabilité nationale. Eh bien, la matière première de cette comptabilité nationale, eh bien, c'est des informations produites par les différentes comptabilités des entreprises qui sont dans le pays, n'est-ce pas, pour lequel cette comptabilité nationale est faite. Donc, la comptabilité est vraiment indispensable à l'État dans son rôle, n'est-ce pas, régalien. La comptabilité est également importante pour des organismes sociaux, hein. Les organismes sociaux ont besoin de percevoir les cotisations sociales, la part patronale, la part salariale, et de s'assurer que ce qu'elle a perçu correspond à ce qu'elle devrait percevoir. C'est pourquoi les organismes sociaux font également des contrôles sociaux, et ces contrôles se font sur la base, n'est-ce pas, de la comptabilité. La banque, les investisseurs ont besoin d'avoir accès à la comptabilité de l'entreprise. Ça leur permet de s'assurer de la solvabilité de l'entreprise, de vérifier que celle-ci pourra rembourser les dettes qui lui sont consenties. On peut également souligner que les actionnaires même ont besoin des informations comptables. Ça leur permet de savoir si l'entreprise a réalisé un résultat positif, si elle a fait un bénéfice. Et ça leur permet en même temps de savoir s'ils peuvent prélever des dividendes, s'ils peuvent affecter, comment est-ce qu'ils vont affecter le résultat. Donc finalement, l'entreprise évolue dans un écosystème, est en relation avec divers tiers qui ont besoin de son information comptable pour prendre des décisions au quotidien. On voit à quel point la comptabilité est importante pour l'entreprise. On aborde comme ça la deuxième partie de notre formation sur l'harmonisation, n'est-ce pas, des comptabilités. Alors, c'est quelque chose d'important à comprendre. Comme on l'a dit un peu plus haut, les destinataires de l'information comptable, les utilisateurs sont divers. On a parlé des clients, des fournisseurs, de la banque qui a besoin des états financiers, de la comptabilité de l'entreprise, l'État, n'est-ce pas, a besoin de vérifier que l'impôt, est correct, que l'impôt qu'a déclaré l'entreprise correspond, n'est-ce pas, à la réalité, qu'elle est régulière, qu'elle est sincère et qu'elle reflète, n'est-ce pas, l'image fidèle de ce qui devrait, n'est-ce pas, être. Alors, on comprend aisément que si chaque entreprise tient sa comptabilité comme elle veut, ces différents tiers qui ont besoin de l'information comptable n'y comprendront en fait rien. C'est pourquoi l'uniformisation devient importante. Il faut que les codes, n'est-ce pas, de l'information qui est produite soient les mêmes, de manière à ce que ce soit intelligible, facilement compréhensible. C'est pourquoi les comptabilités sont donc harmonisées afin de permettre à ces différents tiers de comprendre d'après les codes qui sont prévus, n'est-ce pas, l'information comprise lorsque je parle de code, je parle ici de directives, de lignes directrices, de principes, n'est-ce pas, de règles à respecter. Donc voilà pourquoi la comptabilité finalement doit être uniformisée dans un environnement donné. Chez nous ici, nous sommes appelés à appliquer le SYSCOADA revisé parce que nous sommes dans l'environnement, dans nos différents États ont approuvé, n'est-ce pas, le système comptable revisé, le SYSCOADA revisé, pardon. C'est pourquoi nous devons respecter, n'est-ce pas, les prescriptions de ce système comptable. Alors, je parle ici de principes. J'ai juste choisi de parler des principes parce que c'est facile aussi à comprendre que la comptabilité doit respecter un ensemble de principes. Et si vous regardez ce que dit l'acte uniforme, vous verrez, j'ai pas retenu le nombre de principes, mais il y en a pas mal quand même, que toute comptabilité sous l'espace OHADA devrait, n'est-ce pas, respecter. J'ai retenu ici 4 principes et il faut également savoir que de manière générale, les principes sont retenus sous le terme de postulats et de conventions. Les postulats, c'est les directives ou alors des principes d'une portée beaucoup plus large que les conventions qui sont un peu plus restrictifs. Alors voici 4 principes comme ça que j'ai mis ici en guise d'illustration. Le premier principe, c'est le postulat de la comptabilité d'engagement. Lorsqu'on n'est pas dans le système minimal de trésorerie par défaut, il faut respecter ce qu'on appelle ici comptabilité d'engagement. Ça signifie qu'on ne comptabilise pas les opérations seulement lorsqu'il y a une incidence en termes de trésorerie. On ne va pas seulement comptabiliser les recettes et les dépenses. Dans la comptabilité dite d'engagement, chaque fois que l'entreprise se trouve engagée, chaque fois qu'elle prend un engagement ou alors donne un engagement, elle devrait comptabiliser une opération. Ça signifie que lorsqu'elle se trouve engagée, peu importe la date à laquelle l'opération va se dénouer financièrement en termes de trésorerie, elle devrait donc constater une écriture comptable. C'est pourquoi si elle a reçu une livraison, elle a reçu d'un fournisseur une livraison, même si elle n'est pas encore facturée, même si elle n'a pas encore payé cette livraison, elle devrait la comptabiliser. Pourquoi ? Parce que juridiquement, elle devient propriétaire de ce stock.
C'est pourquoi, à la fin, en fin de période, lorsqu'on élabore, n'est-ce pas, lorsqu'on est dans les travaux de clôture comptable, s'il y a de tels cas, eh bien, si elle a reçu par exemple des livraisons pour lesquelles elle n'a pas de facture, elle n'a qu'un bon de livraison, elle n'a pas encore payé, elle devrait tout de même comptabiliser une facture non parvenue, n'est-ce pas? Là, c'est pour qu'on comprenne très bien ce qu'on appelle une comptabilité d'engagement. Chaque fois que l'entreprise se trouve engagée, peu importe la date à laquelle la trésorerie va être impactée, elle devrait donc comptabiliser une écriture. On est dans une comptabilité dite d'engagement dans le système comptable OHADA. Ça, c'est l'un des principes majeurs qu'il faut intégrer. Alors, un autre principe, c'est celui de la spécialisation d'exercice. La notion d'exercice est fondamentale en comptabilité. L'exercice est en fait une période comptable. En comptabilité, le temps est découpé en période, en exercice. Lorsqu'on parle d'un exercice, une période de 12 mois, et le temps étant si important, le principe de spécialisation des exercices voudrait qu'on ne rattache à un exercice que les produits et les charges qui concernent cet exercice. Pourquoi est-ce que c'est un principe tellement important? Parce que ça permet d'avoir un résultat qui est juste et qui se rapporte effectivement à l'exercice ou à la période pour laquelle ce résultat a été donc déterminé. C'est en vertu de ce principe qu'on aura, par exemple, si on est en train de boucler notre comptabilité, qu'on a des loyers, qu'on a payés et qui vont concerner une période qui va au-delà de l'exercice pour lequel nous élaborons nos états financiers, pour lequel nous affinons notre comptabilité. Supposons qu'on a payé un loyer qui va sur une période de 2 ans, qui va concerner par exemple l'année 2019 et l'année 2020. Il sera hors de question de constater l'intégralité de ce loyer comme étant des charges. C'est vrai que dans la suite, on va chercher à comprendre ce qu'on appelle des charges, mais il est hors de question de comptabiliser ce loyer comme étant une dépense de la seule année 2019. Il conviendra donc de repartir 50-50, 50% pour 2019, 50% pour 2020. Là, c'est pour le principe de spécialisation des exercices. Une autre convention importante à comprendre, c'est celle de la convention du coût historique. Ça signifie que chaque fois qu'on va comptabiliser une opération, ce sera la valeur nominale de la monnaie dans laquelle elle est comptabilisée. On va pas tenir compte des phénomènes d'inflation, sauf exception, sauf s'il y a des phénomènes hyper inflationnistes qui devraient justifier qu'on procède à une réévaluation des biens qu'on a dans notre patrimoine, dans notre bilan. Mais dans le principe, le coût historique signifie ici que on va comptabiliser une opération à sa valeur nominale. Si on a acheté une immobilisation ou alors si on a acheté un bien à 100 francs, on met dans la comptabilité pour la valeur de 100 francs. Ça évite qu'on ait des fluctuations qu'on ne pourra pas justifier. Et puis qu'à chaque moment, on puisse vérifier les valeurs qui sont en comptabilité, que ce soit vérifiable en fait. Qu'on puisse prendre la facture, n'est-ce pas, d'achat par exemple, et qu'on parte de cette facture pour retrouver la valeur qui était inscrite en comptabilité. Là, c'est aussi un principe cher à la compta. Un quatrième principe que j'ai choisi pour en guise d'illustration, c'est le principe, c'est la convention de régularité et de transparence. La régularité signifie qu'on va tout faire pour se conformer aux exigences du référentiel comptable que nous utilisons. La conformité signifie qu'on va appliquer, n'est-ce pas, en bonne foi qu'on va appliquer ces différentes règles. Et la transparence, on voudrait qu'on le fasse de bonne foi, sans intention de masquer, n'est-ce pas, une information importante, qui a une importance significative, sans intention, de camoufler, derrière des apparences, ce qui conviendrait de mettre, en avant. Donc, on comprend ici que les principes sont importants à maîtriser. C'est des sortes de guidance de la comptabilité afin que toutes les entreprises tiennent leur comptabilité suivant des principes identiques et qu'à la fin, on produit une information qui est comparable d'une entreprise à une autre et que les tiers qui reçoivent cette information puissent bien la comprendre et qu'ils puissent également prendre des décisions en connaissance de cause. Qu'ils ne soient pas trompés dans les décisions ou dans les jugements qu'ils vont porter sur ces informations.
Toujours dans un souci d'harmonisation, la comptabilité fait l'objet de ce qu'on appelle la codification comptable. Il faut dire que l'unité de base, n'est-ce pas, de tenue de la comptabilité, c'est le compte. C'est dans le compte que vont être enregistrées eh bien les différentes opérations. Donc c'est l'unité vraiment, c'est la cellule, on va dire, vue comptablement. Alors c'est pourquoi la comptabilité fait l'objet d'une codification, ce qui signifie que chaque compte qui va être utilisé aura un numéro. Bon, ça c'est dans la comptabilité francophone. Hein. Paraît-il, dans la comptabilité anglo-saxonne, il n'y a pas de numéro de compte, mais pour ce qui est de la comptabilité chez nous les francophones, eh bien, chaque compte aura un numéro, aura un intitulé. Ça permet de comprendre les opérations qui sont traduites dans les comptes. Maintenant, dans le système comptable OHADA, il est retenu une codification décimale avec 9 classes. Lorsqu'on parle de classe, un classe c'est tout simplement un regroupement de comptes. Alors, on va donc retenir 9 classes. Les classes sont codifiées de 1 à 9. Les 8 premières classes sont réservées à la comptabilité générale. La classe 9 est réservée à la comptabilité analytique de gestion et à la comptabilité d'engagement. Donc, pour ce qui est de la comptabilité générale, on a 8 classes qui leur sont dédiées. Les classes 1, numérotées de 1 à 8. Donc, j'expliquais qu'une classe est un regroupement, n'est-ce pas, de comptes. De 1 à 8, c'est les comptes de comptabilité générale. Dans ces différentes classes, on va distinguer également 2 types de comptes. Les comptes qui vont concerner le bilan. Le bilan, on va l'expliquer par la suite. Et puis les comptes qui vont concerner le compte de résultat. Alors les comptes de bilan vont être les classes numérotées de 1 à 5. La première classe, c'est la classe qui comprend les comptes de ressources durables. Là, on aura les capitaux propres et les dettes financières. La classe 2 concerne l'actif immobilisé. On aura les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. La classe 3, c'est les comptes de stock. La classe 4, les comptes de tiers, les créances de l'actif circulant et les dettes du passif circulant. La classe 5, c'est les comptes de trésorerie, les titres de placement, les valeurs encaissées, les comptes bancaires et caisses. Là, c'est les comptes de bilan. Alors, c'est pas nécessaire de chercher à comprendre de manière profonde les différents comptes qui se rapportent à ces différentes classes. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il est prévu notre formation de mise à niveau sur le Cisco ADA revisé, où vous pourrez comprendre plus en profondeur ces différents éléments. Alors, on aura donc des comptes de bilan qui vont de la classe 1 à 5. Ensuite, les comptes de résultats, c'est les classes 6, 7 et 8. Les classes 6, c'est les comptes de charge des activités ordinaires. La classe 7, c'est les comptes de produits des activités ordinaires. La classe 8, les comptes de charge et de produits hors activités ordinaires qui vont se rapporter ici aux opérations exceptionnelles. Ce n'est vraiment pas nécessaire de chercher à rentrer dans le détail ici. Le plus important dans cette formation sur les fondamentaux de la comptabilité, c'est de chercher et bien à comprendre que le compte, c'est vraiment la cellule de base, c'est l'unité, n'est-ce pas, de tenue de la comptabilité. Et on va mieux expliquer cela un peu dans les prochains paragraphes où il sera question de parler de la boîte à outils du comptable. Hein. Maintenant, un petit détail qu'il est important également de souligner ici, c'est le rôle de la terminaison 9. Dans les comptes de bilan, la terminaison 9 dans les comptes à 2 chiffres a pour rôle d'identifier les dépréciations provisionnées des classes correspondantes. Ce qui signifie par exemple que le 19 renvoie ici à des provisions pour risques et charges. Le 39 dans la classe 3, c'est la classe des stocks. Le 9 indiquera tout simplement qu'on parle là des dépréciations de stock. Hein. Par ailleurs, on peut également observer des parallélismes dans les différents comptes. Par exemple, on aura le compte 601, c'est le compte d'achat de marchandises. En parallèle, pour ce qui est de la vente, on va observer que on a un parallélisme dans la numérotation. Hein. On aura 601 achat de marchandises, 701, 6 c'est les comptes de charge, 601 c'est l'achat de marchandises, 7 c'est le compte de produits et 701 ce sera les ventes de marchandises. Donc il y a un certain parallélisme qu'on peut noter. Idem ici sur les achats de matières premières 602 et puis vente de produits finis. Les produits finis, c'est lorsque les matières premières ont été déjà transformées et peuvent donc être vendues. Là, c'est les ventes de produits finis, c'est le 702. On voit donc qu'il y a un parallélisme qui n'est pas... il est toujours important eh bien, de connaître eh bien, cela lorsqu'on parle de parallélisme.
afin de mémoriser, si besoin est, n'est-ce pas, les numéros de compte qui vont donc être utilisés. Alors, que retenir finalement sur la codification comptable? On va tout simplement dire que le système comptable OHADA a bien réglementé les différentes classes de comptes et les différents regroupements qui sont donc effectués dans ces différentes classes de comptes. Ce qui signifie que lorsqu'une entreprise est en train d'élaborer son plan de compte propre à ses opérations, comprendre les comptes qu'elle va utiliser au quotidien pour enregistrer les opérations qu'elle va donc réaliser, il est important, n'est-ce pas, de respecter la nomenclature des comptes prévus par le Cisco OHADA révisé. Ça, c'est absolument important. On ne saurait aller créer des comptes qui sont différents de ceux qu'a prévu le normalisateur. Il est vraiment important de respecter cette nomenclature afin de rester dans le cadre de la nomenclature prévue par le législateur, ce qui va donc faciliter la tâche à l'entreprise lorsqu'elle sera appelée à réaliser ses états financiers. Parce que si elle ne respecte pas cette nomenclature, ce sera un peu compliqué pour les tiers qui vont par exemple recevoir une balance, de comprendre cette balance. Il faut vraiment qu'elle respecte les codes prévus, n'est-ce pas, par le normalisateur. Là, on comprend dès lors que la codification ici vise l'objectif, n'est-ce pas, d'harmonisation et d'uniformité, n'est-ce pas, dont on a parlé un peu plus haut. Maintenant, on va passer à la troisième partie de notre formation sur le vocabulaire comptable. On va entamer cette troisième partie sur le jargon de la comptabilité, sur le vocabulaire de base, afin de faire de vous un as de la comptabilité et de pouvoir ainsi dialoguer sereinement avec votre comptable, quotidiennement. Ou alors, si vous êtes un juriste ou d'une profession non comptable et que vous êtes appelé à bosser, avec la direction financière, que vous puissiez, n'est-ce pas, le faire dorénavant en toute quiétude. Les expressions phares de la comptabilité, c'est des mots comme l'actif, le passif, c'est par référence ici, n'est-ce pas, au bilan de l'entreprise. Lorsqu'on parle de l'actif, on parle d'un bien, n'est-ce pas, qui est possédé, qui est contrôlé. Il est préférable d'utiliser l'expression contrôlé, c'est l'expression qui est, n'est-ce pas, beaucoup plus propre, comptablement. Vous comprendrez pourquoi si vous progressez en compétences du point de vue comptable. Alors, dans ces biens qu'on appelle ici des actifs, on va distinguer les stocks. Les stocks, ce sont ces éléments-là qui sont acquis, qui n'ont pas vocation à rester durablement au sein de l'entreprise. Ce sera soit consommé dans le processus de production, soit acquis pour être revendu en l'état. Ce sera le cas des marchandises. Donc, ces stocks font partie des actifs. On aura des immobilisations. Là, c'est l'actif immobilisé, c'est-à-dire des biens qui sont achetés par l'entreprise ou alors qui sont produits par elle pour une détention durable. Ce sera par exemple pour être utilisé pendant une longue période, plus d'un an, ou alors pour être loué à des tiers sur une longue période, également plus d'un an. Donc, on va également distinguer les créances. Les créances ici, c'est des dettes que d'autres personnes ont vis-à-vis de l'entreprise et qu'ils payeront. Des créances vis-à-vis des clients, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des organismes sociaux, vis-à-vis d'autres tiers. On peut en avoir dans son bilan à l'actif, n'est-ce pas? Et on aura également des disponibilités de la trésorerie, du cash en espèces ou alors dans notre compte de banque. Tous ces éléments-là sont ce qu'on appelle ici en comptabilité les actifs. Donc, pour nous résumer, l'actif, ou alors les actifs, c'est l'ensemble des biens qui sont détenus par l'entreprise, que ces biens aient vocation à rester durablement au sein de l'entreprise ou non. Maintenant, les passifs, ce sera l'ensemble des ressources qui lui ont permis d'acquérir les biens. Parmi donc ces ressources, n'est-ce pas, qui sont des passifs, on va citer les dettes. Les dettes vis-à-vis des dettes financières, les dettes vis-à-vis de la banque, les dettes fournisseurs, les dettes vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des organismes sociaux, vis-à-vis des différents tiers. L'ensemble de ces dettes-là, n'est-ce pas, sont regroupés sous l'expression passif. Maintenant, une autre expression qu'on utilise très couramment en comptabilité, c'est l'expression débit ou crédit. On voit ici que lorsqu'on parle de débiter, il est tout simplement question d'inscrire un montant dans un côté du compte. Un compte en fait se repartit en deux colonnes. On a la colonne de débit et la colonne de crédit. Et pour faire simple, nous allons dire que pour les comptes de bilan, n'est-ce pas, les comptes d'actifs, les comptes de biens dont on venait de parler un peu plus haut vont augmenter au débit et diminuer au crédit, tandis que les comptes de passifs vont augmenter au crédit et diminuer, n'est-ce pas, au débit. Donc un compte comporte deux grandes parties, le débit et le crédit, et en fonction du type de compte, il augmentera au débit ou diminuera au crédit. Pour les comptes de résultats, les comptes de charges vont augmenter au débit, tandis que les comptes de produits, augmenteront au crédit. Maintenant, la notion de partie double signifie que chaque fois qu'on va passer une écriture comptable, et lorsqu'on parle d'une écriture comptable, c'est un enregistrement.
un enregistrement, comme on va le voir un peu plus loin dans le journal, cet enregistrement va toujours et toujours concerner au minimum deux comptes. Un compte qui va être débité, n'est-ce pas? Un compte dont une valeur va être inscrite au débit et un autre compte qui va être crédité. Donc la comptabilité d'engagement est une comptabilité en partie double qui voudrait que, quel que soit l'enregistrement, au minimum, deux comptes soient concernés, l'un qui sera débité et l'autre crédité. Parlons maintenant d'une autre expression courante qu'on entend en comptabilité, ce sera la notion d'emploi et la notion de ressources. Une ressource sert à financer un emploi, tandis qu'un emploi, c'est l'utilisation qui est faite de la ressource. Une ressource, donc, c'est un financement qui va permettre d'acquérir un emploi. Exemple, j'achète à crédit des marchandises auprès d'un fournisseur pour une valeur de 10 millions. Là, c'est une opération comptable. J'ai acquis des biens, des marchandises. Les marchandises, ce sera l'emploi, tandis que la ressource qui m'a permis d'acheter cette marchandise, eh bien, c'est le crédit que le fournisseur m'a accordé, m'a consenti. On voit donc que dans cette opération, on aura un emploi qui augmente, à savoir le compte de marchandises qui va être débité. On a une ressource également qui augmente, les dettes fournisseurs qui m'ont permis d'acheter cette marchandise. Une charge, c'est un emploi qui est définitif. Pour faire simple, on va dire qu'une charge, c'est un appauvrissement de l'entreprise. Et tout appauvrissement de l'entreprise va se comptabiliser au débit d'un compte de charge. Exemple, un avocat va donc faire une prestation de conseil pour mon entreprise et je lui paye des honoraires de 1 million de francs. Alors, cet honoraire que je verse à cet avocat, en réalité, correspond à un appauvrissement de l'entreprise parce que je dépense de la trésorerie pour un service. Dans le cas d'espèce, c'est une charge et cette charge va donc augmenter au débit du compte d'honoraires d'avocat, n'est-ce pas? Tandis qu'un produit est un enrichissement de l'entreprise, c'est ce qui vient augmenter, eh bien, la richesse, les biens de l'entreprise. Ce qui signifie par exemple que si je vends des marchandises pour une valeur de 10 millions, on va estimer que je me suis enrichi d'autant et de ce fait, je vais comptabiliser une vente, un chiffre d'affaires à hauteur de 10 millions. Pour faire simple, on va dire que la TVA, comme son nom l'indique, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe qui va donc venir, elle est assise sur la valeur ajoutée des entreprises. Lorsqu'on parle de valeur ajoutée, il s'agit de quoi? Il s'agit de la valeur qu'on ajoute aux biens et aux services qu'on a acquis en amont. La valeur qu'on ajoute aux consommations est bien intermédiaire de l'entreprise. Donc, les entreprises ont la responsabilité de collecter la taxe sur la valeur ajoutée et de la reverser à l'État. En réalité, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas une charge définitive pour l'entreprise. C'est le consommateur final qui supporte la charge de la TVA. Alors, on va illustrer cela à travers un exemple. La société Vidéo Entrepreneur vend des appareils électroménagers à sa clientèle. Elle a donc, lors de ses achats, payé à ses fournisseurs une TVA de 19 250 000 et elle vend en réalisant une marge de 20%. On peut déterminer à ce stade la valeur de ses achats en rapportant les 19 250 000 à 1,1925 pour avoir la valeur hors taxe de ses achats qui est donc de 100 millions. Elle a vendu avec une marge, a-t-on dit, de 20%, ce qui fait que, eh bien, elle a facturé les ventes de ses marchandises à 120 millions et de ce fait a facturé également une TVA de 19,25% de la valeur hors taxe de ses ventes, soit un montant de 23 100 000. Ce qui signifie tout simplement que ses clients vont lui payer pas seulement 120 millions, mais vont également lui verser un montant de 23 100 000. Étant donné que les entreprises sont chargées de collecter la TVA et de la reverser à l'État, elle va donc retenir de ces 23 100 000 la TVA qu'elle avait elle-même supportée en amont lorsqu'elle achetait des marchandises à son fournisseur, à savoir 19 250 000. Et finalement, on va donc faire la différence entre ce qu'elle a collecté et ce qu'elle a supporté en amont et va reverser cette différence, à savoir 3 850 000. Donc, la société Vidéo Entrepreneur avait, lorsqu'elle payait ses fournisseurs, payé une première TVA de 19 250 000. Et maintenant qu'elle a collecté 23 100 000, elle ne reverse à l'État que le différentiel, soit 3 850 000. On peut vérifier que la TVA, effectivement, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, en obtenant directement le montant de cette TVA reversée en prenant la valeur ajoutée qu'elle a
ajouter tout simplement à la valeur de des marchandises qu'elle a achetées en appliquant le taux. Alors, cette valeur ajoutée est de 120 millions moins 100 millions, soit 20 millions. En appliquant un taux de 19,25% à 20 millions, on obtient un montant de 3 850 000 qui, comme on l'a vu un peu plus haut, correspondait à ce qu'elle a elle-même, à ce qu'elle a reversé, n'est-ce pas, à l'État. Alors, c'est pourquoi on appelle cet impôt la taxe sur la valeur ajoutée, parce qu'elle ne s'applique que sur la valeur que l'entreprise ajoute aux consommations intermédiaires, qui, pour le cas d'espèce, se résume, n'est-ce pas, au prix d'achat des marchandises. Alors, simple à comprendre, n'est-ce pas, que la TVA, finalement, ce n'est qu'une taxe sur la valeur ajoutée. La personne qui supporte in fine cet impôt, c'est le consommateur final. Les entreprises ne sont que des collecteurs. Sauf si, eh bien, elles n'ont pas le droit de déduire l'intégralité de la TVA qu'elles ont supportée lorsqu'elles achetaient, eh bien, des biens auprès de leurs fournisseurs. Alors, on termine comme ça cette partie sur le jargon de la comptabilité. Hein, ça vous permet comme ça de comprendre ces mots qu'on entend tous les jours hein, de la part des comptables, le débit, le crédit, l'emploi, la ressource, l'actif, le passif. Je pense que maintenant, c'est assez facile. Hein. Et puis, on va comme ça boucler cette formation avec la partie 4 sur les outils utilisés en comptabilité. On va terminer cette formation avec cette dernière partie sur la boîte à outils du comptable. On va voir les outils qui sont utilisés au quotidien par le comptable, ou plutôt par le service comptable, par la direction, n'est-ce pas, de la comptabilité, parce qu'aujourd'hui, eh bien, avec la division des tâches, tout le monde ne fait pas la même chose. Les comptables sont devenus des spécialistes, chacun dans son domaine. On aura un chef comptable pour coiffer tout le service, pour chapeauter, n'est-ce pas, le service et superviser, coordonner les activités, contrôler le bon déroulement des opérations. Mais les différents comptables vont être chacun affectés à une gestion spécifique, n'est-ce pas, d'opération. Un comptable pour la gestion des fournisseurs, un autre pour la comptabilité commerciale, un autre encore pour la comptabilité banque, pour la caisse, etc. Alors, au quotidien, quels sont les outils qui vont être utilisés? C'est vrai également qu'avec la digitalisation de la comptabilité, même en tant que comptable, on peut ne pas être conscient de ces différents outils qui sont aujourd'hui informatisés. Mais c'est important de bien comprendre ce qu'il y a derrière, n'est-ce pas, le logiciel. Il faut dire que les écritures comptables, et lorsqu'on parle d'écriture comptable, on l'a vu un peu plus haut, il s'agit d'un enregistrement comptable qui va concerner au minimum deux comptes. Un compte qui va être débité, un autre qui va être crédité. Ces enregistrements vont être comptabilisés, vont être passés dans des journaux. Les journaux également il y a des journaux dédiés pour les opérations spécifiques, un journal de banque pour les opérations de banque, un journal de caisse pour les opérations de caisse, un journal des achats pour les opérations d'achat, un journal de vente pour les opérations de vente, un journal des opérations diverses pour tout ce qui ne rentre pas dans les différents journaux spécifiques qu'on vient d'énumérer. Mais un journal, à quoi est-ce qu'il sert? Il y a une image qui s'affiche là pour vous montrer comment un journal se présente. Un journal, en fait, sert à comptabiliser de manière chronologique les opérations qui vont donc être effectuées au quotidien, de manière à ce que, de manière voilà chronologique successive, on peut voir les différents enregistrements qui sont donc opérés dans la comptabilité. Donc, on retient qu'un journal, il permet de retracer de manière chronologique les différentes opérations de l'entreprise. Maintenant, les opérations qui sont passées dans le journal doivent être traduites dans ce que on appelle un grand livre. Un grand livre, c'est en fait une sorte de répertoire de l'ensemble des comptes de l'entreprise. On a vu un peu plus haut que les comptes qui sont donc créés dans le plan comptable de l'entreprise doivent respecter la nomenclature du SYSCOADA revisé. Alors, chacun de ces comptes dans le grand livre doit pouvoir être suivi de manière à ce qu'on puisse identifier de manière claire les différentes opérations qui sont passées dans chacun des comptes. Un compte dans un grand livre aura donc un solde au début. Un solde, ça veut dire qu'il aura une situation qui sera soit débitrice, soit créditrice. Donc, un compte aura un solde au début. Ensuite, dans ce compte, on aura l'ensemble des opérations, une par une, qui sont donc passées au débit du compte. L'ensemble des opérations, une par une également, qui sont passées au crédit de ce compte. Et à la fin, le solde de départ
plus les opérations de débit, moins les opérations de crédit, doivent nous donner le solde de fin de ce compte. Donc voilà, un grand livre aura pour chacun des comptes cette présentation que je viens de faire, à savoir un solde débiteur, les différents mouvements qui sont donc inscrits au débit, au crédit, et puis on aura un solde à la fin. Donc là, c'est un deuxième document vraiment important en comptabilité qui permet notamment pour les comptables que nous sommes de pouvoir procéder à des analyses et que à la fin, pour un compte donné, que l'on sache exactement à quoi renvoie son solde. Il faudrait qu'on soit même, par exemple, pour un client donné, de dire que ce client, il nous doit 10 millions. Les 10 millions que ce client nous doit correspondent aux 2 dernières factures, aux 2 dernières livraisons qui ont été effectuées mais qui ne sont pas encore payées. Alors c'est important d'analyser les comptes, de suivre des soldes pour éviter qu'on ait des opérations à forte antériorité et qu'on ait par exemple des impayés. Le fait de suivre vraiment les comptes de manière, on va dire, quotidienne, permet, du moins en fonction des procédures de l'entreprise, permet vraiment de fiabiliser la comptabilité. Donc on a le grand livre, ensuite on aura la balance. On va comme ça regarder ici cette balance, un peu pour illustrer ce que je vais dire sur la balance. La balance est le listing, n'est-ce pas, de l'ensemble des comptes de l'entreprise. C'est la liste de tous les comptes de l'entreprise, avec pour chacun d'eux le solde initial, les mouvements cumulés et puis les soldes finaux. On va prendre un exemple. Ici, on a le compte de report à nouveau qui a un numéro. On a vu que chaque compte, le compte c'est l'unité de base de la comptabilité. Ce compte a donc un numéro, n'est-ce pas, a un libellé que voici. Le libellé c'est report à nouveau. Son numéro c'est le 121 100 qui doit correspondre à la racine à 4 chiffres prévus par le référentiel comptable. Et puis, au début, en solde initial, on a donc la position du solde qui est un solde dans la colonne créditeur. Ça signifie qu'au début, on avait un solde créditeur de 47 millions. On a vu que le compte 121 100, le premier chiffre ici renvoie à la classe du compte. Ce compte fait partie de la classe 1, la classe des ressources durables. Et on a vu que les comptes de ressources ou les comptes de passifs vont donc augmenter ou ils vont augmenter au crédit. C'est pourquoi le solde initial d'ailleurs est créditeur, n'est-ce pas, pour ce compte. Ensuite, on a des mouvements débiteurs pour 90 millions, des mouvements qui sont inscrits au débit du compte. Ça, c'est les mouvements en cumul. Et puis, on a les mouvements créditeurs pour 118 millions. Et puis, le solde de début plus les mouvements débiteurs moins les mouvements créditeurs nous donne donc un solde final. Alors, la balance, c'est important de la revoir pour apprécier, on va dire, la position des soldes, les valeurs qui sont dans les comptes. Et puis, c'est à partir, ça c'est la matière première à partir de laquelle, n'est-ce pas, les états financiers sont donc réalisés. Donc, on retient tout simplement que la balance est la liste des comptes de l'entreprise avec pour chacun d'eux une situation de départ, un solde initial, des mouvements et puis un solde final. Et c'est à partir de cette balance que les états financiers vont être réalisés. Par état financier, on entend donc le jeu complet que comprend le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et les 36 notes annexes. Mais on va s'arrêter sur les 3 éléments que sont le bilan, le compte de résultat et le TFT. Lorsqu'on parle donc de bilan, c'est la photographie du patrimoine à un instant donné. Cela signifie que la date à laquelle les comptes sont clôturés, on va se demander quelle est la situation patrimoniale de l'entreprise. Quels sont l'ensemble des biens de l'entreprise? Nous sommes ici dans le bilan. Quel est l'ensemble, quels sont les différents biens de l'entreprise? On les a ici à gauche du bilan. L'ensemble des dettes, on les a ici à droite. Alors, l'ensemble des biens sont donc regroupés sous la dénomination actif. L'ensemble des dettes et des capitaux propres sont regroupés sous la dénomination, n'est-ce pas, passif. L'actif, donc, c'est l'ensemble des biens, les immobilisations, comme on l'a expliqué un peu plus haut, les stocks, les créances, les disponibilités. Donc là, c'est le bilan, c'est la photographie du patrimoine à un instant T. Alors, pour ceux qui veulent plus d'informations sur la manière dont un bilan est réalisé, j'ai une prochaine formation là-dessus, sur l'élaboration des états financiers. Ceux qui voudront bien comprendre comment
pas à pas un bilan est effectué, auront, n'est-ce pas, le plaisir de comprendre tout cela. Pour aujourd'hui, on va tout simplement se dire, n'est-ce pas, que le bilan, c'est la photographie du patrimoine. Et ici, on a donc l'actif avec son total, qui doit bien entendu correspondre à ce que nous avons ici au passif, puisque le bilan, bien entendu, doit être équilibré. Ensuite, on aura notre compte de résultat. C'est la partie des états financiers qui explique la formation du résultat, depuis le chiffre d'affaires et les autres produits. Déduction faite des différentes charges pour aboutir au résultat de l'entreprise qui sera soit un bénéfice, soit une perte. Dans notre cas, nous avons un bénéfice, n'est-ce pas, un résultat qui est positif de 225 millions. C'est intéressant de voir que dans ce compte de résultat, on aura des soldes intermédiaires pour nous permettre de comprendre d'où viennent le résultat. On peut par exemple ici rapidement s'apercevoir que la marge commerciale est négative. On a procédé à des achats de marchandises qui malheureusement n'ont pas été vendues. Peut-être qu'il y a eu des invendus ou alors les marchandises ont été endommagées et n'ont pas pu être vendues. On a ici le chiffre d'affaires qui regroupe tout simplement l'ensemble des ventes de biens et de services de l'entreprise pour une valeur d'1,9 milliard, qui peut être d'ailleurs même comparé à ce que nous avions l'an dernier pour 1,8 milliard et les analyses complémentaires faites derrière. On peut apprécier ici la valeur ajoutée de l'entreprise, qui est tout simplement la valeur qu'elle ajoute à l'ensemble des biens et services qu'elle acquiert auprès des tiers. On a un excellent prix d'exploitation, on a un résultat d'exploitation. Tous ces soldes intermédiaires vont être expliqués dans la formation relative à l'élaboration des états financiers. Mais simplement, on va dire qu'ici, lorsqu'on parle de compte de résultat, c'est la partie des états financiers qui nous permet de comprendre la formation, n'est-ce pas, du résultat. Et enfin, nous avons un tableau des flux de trésorerie. Alors, le tableau des flux de trésorerie, c'est le tableau qui permet de comprendre comment la trésorerie de l'entreprise a été constituée, avec un découpage en 3 éléments: les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, les flux de trésorerie provenant des activités d'investissement et les flux de trésorerie provenant, des activités, n'est-ce pas? Enfin, j'ai parlé des flux de trésorerie provenant des activités d'investissement et puis maintenant des flux de trésorerie provenant des activités, n'est-ce pas, de financement. Pour le tableau de flux de trésorerie sur la chaîne YouTube, il y a une très belle vidéo qui a été faite à ce sujet, qui est d'ailleurs très bien appréciée des professionnels de la comptabilité, qui vous permet un peu de rentrer dans le détail et de comprendre ce qu'on appelle ici le tableau des flux de trésorerie. Donc voilà un peu la boîte à outils du comptable. Tu dois donc comprendre le journal, on a vu à quoi ça sert, n'est-ce pas, le grand livre, la balance qui est le listing de l'ensemble des comptes, le bilan, la photographie du patrimoine, le compte de résultat et la formation du résultat, le tableau de flux de trésorerie qui permet de comprendre, n'est-ce pas, la formation de la trésorerie de l'entreprise. Nous sommes donc parvenus au terme de notre formation sur l'initiation à la comptabilité. Si vous êtes un chef comptable, je pense qu'à présent, vous avez tous les outils pour pouvoir dialoguer sereinement avec votre comptable et avoir un vocabulaire tout simplement de pointe. Alors, ça a été intéressant de comprendre donc les origines de la comptabilité, de comprendre qu'est-ce que c'est la comptabilité, à quoi elle sert, quelle est son utilité, de comprendre surtout également pourquoi elle est uniformisée, pourquoi dans un environnement comme le nôtre, eh bien, toutes les entreprises doivent tenir leurs comptes de la même manière afin que les comptes, eh bien, soient comparables, pas seulement dans le temps, mais aussi comparables vis-à-vis des comptes annuels, n'est-ce pas, d'autres entreprises. Alors, ça a été vraiment intéressant de voir cela, d'acquérir le vocabulaire de base de la comptabilité et de comprendre les outils qui sont utilisés par les comptables au quotidien, le journal, le grand livre, une balance, les états de synthèse qui doivent donc être produits pour rendre compte, eh bien, de la situation patrimoniale, financière, mais aussi du résultat de la performance de l'entreprise, eh bien, au terme d'une période donnée, qui en général est l'année. C'est vrai que diverses organisations, pour des raisons de reporting, peuvent également choisir des périodes beaucoup plus adaptées à leur situation, ne serait-ce que pour suivre de manière un peu plus régulière les performances réalisées par l'entité, par leur organisation. Alors, pour aller plus loin, j'ai préparé une excellente formation sur la mise à niveau le Cisco ADA revisé. Alors pour ceux qui veulent pousser un peu plus loin leurs compétences, qui veulent par exemple devenir se projeter
devenir des chefs comptables, qui veulent superviser une équipe, il est clair qu'on ne peut le faire si on ne maîtrise pas vraiment le référentiel comptable en vigueur aujourd'hui, qui est le Cisco ADA révisé. Je suis en train de boucler, de terminer, n'est-ce pas, cette formation sur le Cisco ADA révisé qui va être mise en ligne dans les prochains jours. C'est vraiment une formation, je me suis mis à fond, je me suis donné à fond pour donner le meilleur de moi pour cette formation qui vous permettra vraiment d'acquérir la maîtrise. Alors pour ceux qui souhaitent vraiment acquérir la maîtrise de ce référentiel comptable, je vous invite vraiment à vous inscrire. C'est une formation où j'ai mis le meilleur de ce que j'ai pour que vous puissiez être outillés pour pouvoir maîtriser, n'est-ce pas, ce référentiel comptable. Maintenant, pour ceux qui sont des chefs d'entreprise, vous pouvez également nous confier notre comptabilité. Toute notre équipe va se mettre à fond pour pouvoir vous satisfaire et vous donner un résultat vraiment attendu. Je sais que la comptabilité représente une épine véritablement pour pas mal de responsables d'entreprise. Le fait de nous la confier vous permet de vous concentrer sur votre cœur de métier et on fera vraiment le nécessaire pour vous satisfaire. Alors pour ceux qui peuvent m'écrire, c'est Georges avec S @videodecompta.com. Georges avec S, n'est-ce pas, videodecompta.com. Pour ceux qui souhaitent bien entendu recevoir également le fichier automatisé d'élaboration des états financiers, il y a un lien juste en dessous dans la description pour pouvoir télécharger ce fichier, ne serait-ce que la version gratuite qui permet de produire de manière automatisée le bilan et le compte de résultats. Pour ceux qui veulent également s'exercer, j'ai prévu un quiz dans le site videodecompta.com sur cette formation pour vous permettre de vous exercer, de vous assurer que vous avez, n'est-ce pas, acquis les compétences requises par cette formation. Alors, pour le reste, je vous dis à bientôt sur YouTube.